J'ai passé la journée à préparer un dîner spécial pour notre anniversaire de mariage. Il est arrivé à goûter et à cracher. « C'est quoi cette cochonnerie? Ma mère cuisine mieux !» Il a jeté l'assiette à la poubelle. Je suis allée pleurer dans la chambre. Le lendemain, j'ai transféré la moitié du compte joint sur mon compte personnel, 340 000 $, quand il est allé acheter sa nouvelle voiture. J'ai toujours su que le mariage n'était pas fait que de fleurs et de déclarations d'amour éternel. À 35 ans, après 12 ans aux côtés de Bruno Kevin, j'avais appris que la vie à deux avait ses tempêtes, ses moments d'accalmie et ses surprises désagréables. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait arriver ce week-end qui changerait tout entre nous. C'était un jeudi quand je me suis souvenu que notre anniversaire de mariage approchait. 12 ans. Une date qui devait être célébrée, qui devait apporter des sourires et des souvenirs tendres. J'ai regardé le calendrier dans la cuisine et j'ai ressenti un pincement au cœur en réalisant comme les années savaient passer vite, comme notre routine était devenue mécanique et distante. Bruno rentrait de plus en plus tard du bureau, toujours avec cet air fatigué et irrité, qui était devenu sa marque de fabrique ces derniers mois. Les conversations pendant le dîner se résumaient à des monosyllabes et des commentaires sur les factures à payer. Nous dormions dans la même chambre, mais il y avait une distance invisible entre nous qui semblait grandir chaque jour. J'ai décidé de faire différemment pour cet anniversaire. Peut-être qu'un dîner spécial, préparé avec amour, pourrait raviver quelque chose qui semblait s'éteindre entre nous. Je me suis souvenu des premières années de mariage, quand je passais des heures dans la cuisine à expérimenter de nouvelles recettes juste pour voir son sourire quand il goûtait. Bruno complimentait toujours ma cuisine. Il disait que j'avais des mains de fée en cuisine. Le vendredi, j'ai passé toute la journée à planifier le menu. Je voulais quelque chose de sophistiqué, mais en même temps réconfortant. J'ai pensé à faire ce risotto aux crevettes qu'il aimait tant dans les premières années de notre mariage, accompagné d'une salade spéciale et d'un dessert que j'avais appris avec ma mère, Ondine. Elle disait toujours que la nourriture préparée avec amour avait une saveur différente, que les gens pouvaient sentir l'affection dans chaque bouchée. Le samedi s'est levé ensoleillé et je me suis réveillée avec une énergie différente. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi motivée pour faire quelque chose de spécial. Je me suis levée tôt, avant même que Bruno ne se réveille, et je suis allée au marché acheter les ingrédients les plus frais possibles. Je voulais que tout soit parfait. Au marché, j'ai rencontré Madame Sébastien, ma belle-mère, qui choisissait des légumes. Elle m'a salué avec ce sourire poli mais froid qu'elle me réservait toujours. Madame Sébastien n'avait jamais caché le fait qu'elle pensait que Bruno aurait pu faire un meilleur choix. Pour elle, je ne serais jamais assez bien pour son fils. « Nadine, comment allez-vous » a-t-elle demandé, examinant quelques tomates avec la même minutie qu'elle m'analysait chaque fois que nous nous rencontrions. « Très bien, Madame Sébastien. J'achète quelques ingrédients pour préparer un dîner spécial que ce soir. C'est notre anniversaire de mariage, » ai-je répondu, essayant de garder un ton joyeux. Elle a haussé un sourcil, comme si elle doutait de ma capacité à préparer quelque chose digne de l'occasion. « Ah oui, c'est vrai, déjà 12 ans. Comme le temps passe, » a-t-elle dit, sa voix chargée d'une ironie subtile que je connaissais si bien. « Vous ne voulez pas venir dîner avec nous? Je sais que Bruno serait content, » ai-je proposé, plus par politesse que par réelle envie. « Merci ma chérie, mais j'ai déjà d'autres projets. Je suis sûre que vous vous débrouillerez très bien tous les deux, » a-t-elle répondu, et il y avait quelque chose dans son ton qui m'a dérangée, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Je suis rentrée à la maison avec les sacs pleins et le cœur légèrement serré après la conversation avec ma belle-mère. Mais j'ai écarté les pensées négatives et je me suis concentrée sur la tâche que je m'étais fixée. J'allais faire de ce dîner quelque chose de mémorable. J'ai passé toute la matinée à tout préparer avec le plus grand soin. J'ai nettoyé les crevettes une par une, les assaisonnant d'herbes fraîches. J'ai préparé le bouillon pour le risotto à partir de zéro, le laissant mijoter lentement pour qu'il ait ce goût corsé qui fait toute la différence. La salade contenait des ingrédients spéciaux achetés dans une épicerie fine, y compris un fromage importé
qui a coûté une petite fortune. Pour le dessert, j'ai choisi de faire un petit gâteau au chocolat avec de la glace à la vanille artisanale. C'était une recette que j'avais perfectionnée au fil des années et je savais que Bruno adorait le chocolat. Je me suis souvenu comment il avait l'habitude de voler des morceaux de pâte quand je faisais des gâteaux dans les premières années de notre mariage, toujours avec ce sourire espiègle qui me faisait rire. Pendant que je cuisinais, j'ai laissé mon esprit vagabonder dans les souvenirs de nos premières années ensemble. J'ai rencontré Bruno lors d'une fête de remise des diplômes à l'université. Il était de quelques années mon aîné, déjà établi dans sa carrière, avec ce charme mûr qui m'a immédiatement conquise. Il était attentionné, romantique, me surprenant toujours avec de petits gestes d'affection. Les premières années de mariage étaient vraiment spéciales. Nous voyagions ensemble, découvrions de nouveaux restaurants, passions, des week-ends entiers à parler de nos rêves et de nos projets. Nous parlions d'avoir des enfants, de fonder une famille. Mais d'une certaine manière, les années ont passé et ces plans ont été reportés, rangés, oubliés. Dans l'après-midi, j'ai commencé à dresser la table. J'ai utilisé notre service de mariage, celui que nous ne sortions que pour les occasions spéciales. J'ai allumé des bougies, mis des fleurs fraîches dans un petit vase au centre de la table. Tout était parfait, exactement comme je l'avais imaginé. À 6 heures, tout était prêt. Le risotto était à point, crémeux et aromatique. La salade était fraîche et colorée. Le petit gâteau était préparé, n'attendant que les dernières minutes au four. J'ai mis une musique douce, de celle que nous écoutions ensemble dans les premières années, et j'ai attendu Bruno. 7 heures, 8 heures. Le risotto commençait à être trop cuit. J'ai appelé son portable, mais je suis tombée directement sur sa messagerie. J'ai essayé de ne pas me laisser abattre par son retard. Après tout, il rentrait toujours tard. Mais c'était notre anniversaire de mariage. Je pensais qu'au moins ce jour-là, il ferait un effort pour rentrer plus tôt. À 9 heures, j'ai enfin entendu le bruit de la clé dans la serrure. J'ai respiré profondément, lissant la robe que j'avais choisie spécialement pour l'occasion, une robe bleue qu'il disait toujours m'aller à merveille. J'ai forcé un sourire et suis allée l'accueillir à la porte. « Salut chérie, je suis rentrée », dit Bruno, enlevant sa veste avec cet air fatigué habituel. Il ne m'a même pas vraiment regardé, passant simplement devant moi vers le salon. J'ai préparé un dîner spécial pour nous. C'est notre anniversaire de mariage, ai-je dit, essayant de garder l'enthousiasme dans ma voix, malgré une pointe de déception qu'il ne s'en soit pas souvenu. Il s'est arrêté et s'est tourné vers moi, comme s'il venait seulement de réaliser la date. « Ah oui, c'est vrai, 12 ans, a-t-il dit, mais sa voix ne portait aucune émotion particulière. C'était comme s'il parlait de la date d'échéance d'une facture. « Viens, la table est mise. J'ai fait un risotto aux crevettes, celui que tu adorais, ai-je dit, le prenant par la main et le conduisant à la salle à manger. Bruno a regardé la table dressée avec les bougies et les fleurs, mais son expression est restée indifférente. Il s'est assis sans faire aucun commentaire sur le soin que j'avais apporté à la décoration. J'ai servi le risotto dans son assiette, observant son visage à la recherche d'un signe de satisfaction ou de reconnaissance pour l'effort que j'avais fait. Il a pris sa fourchette, porté une bouchée à ses lèvres et mâché lentement. J'ai attendu anxieusement sa réaction, le sourire d'approbation que je recevais habituellement quand je lui cuisinais quelque chose de spécial. Mais ce que j'ai vu sur son visage était complètement différent. Bruno a fait une grimace de dégoût et, à mon horreur absolue, a recraché la nourriture dans son assiette. Le bruit était dégoûtant, humiliant. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle. « C'est quoi cette merde ?» a-t-il dit, repoussant l'assiette avec une expression de dégoût. « Ma mère cuisine bien mieux que ça. Au moins, elle sait assaisonner correctement. » Ces mots m'ont frappé comme des coups de couteau. Je suis restée là, tenant la cuillère de service, sentant mon visage brûler de honte et de colère. 12 ans de mariage, une journée entière de travail en cuisine, tout l'amour que j'avais mis dans ce repas, et c'était sa réaction.
Bruno, j'ai passé toute la journée à préparer ça pour nous. C'est notre anniversaire de mariage, ai-je réussi à dire, ma voix tremblante d'émotion contenue. L'anniversaire de mariage n'est pas une excuse pour servir de la mauvaise nourriture, a-t-il répondu froidement, se levant de table. Tu aurais dû demander la recette à ma mère avant d'essayer de faire quelque chose d'aussi compliqué. J'ai observé, incrédule, Bruno prendre l'assiette et marcher vers la cuisine. J'ai entendu le bruit du couvercle de la poubelle s'ouvrir et le son de l'assiette se vidant dans la poubelle. Toute cette nourriture, tout ce travail, tout cet amour jeté aux ordures comme de véritables déchets. Je n'ai plus pu me contenir. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage alors que j'étais encore assise à table, regardant les bougies qui continuaient de brûler, se moquant de ma naïveté. Comme j'avais été bête de penser qu'un dîner spécial pourrait changer quelque chose entre nous. Je vais prendre une douche, a annoncé Bruno en revenant de la cuisine comme si rien ne s'était passé. Et la prochaine fois, demande de l'aide à ma mère. Elle au moins sait vraiment cuisiner. J'ai entendu ses pas monter l'escalier et le bruit de la porte de la salle de bain se fermer. Je suis restée seule dans la salle à manger, avec les bougies qui fondaient lentement et mon cœur qui se brisait. J'ai regardé mon assiette où le risotto était déjà froid. J'en ai goûté une bouchée. C'était délicieux. Exactement comme je l'avais toujours fait, comme il l'avait toujours complimenté avant. Je n'ai pas pu rester là une minute de plus. J'ai éteint les bougies, laissé tout en place et monté dans la chambre. J'ai verrouillé la porte de l'intérieur et me suis jetée sur le lit, pleurant comme je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Ce n'était pas seulement pour le repas rejeté, c'était pour tout, son indifférence, sa cruauté gratuite, la façon dont il avait piétiné mes sentiments. J'ai pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes, jusqu'à ce que ma tête me fasse mal et que mes yeux soient gonflés. Quand Bruno a essayé d'ouvrir la porte de la chambre plus tard, faisant comme si rien ne s'était passé, je n'ai pas répondu. Je l'ai entendu soupirer de l'autre côté de la porte et aller dormir sur le canapé du salon. J'ai passé toute la nuit éveillée, repensant à tout ce qui s'était passé, à comment nous en étions arrivés là. Quand mon mari était-il devenu cet homme cruel et insensible? Quand étais-je devenu invisible à ses yeux? Et pourquoi continuais-je d'accepter d'être traité ainsi? Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté mentale que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Bruno était déjà parti travailler quand je suis descendue prendre mon petit déjeuner. La table de la salle à manger était encore comme je l'avais laissée la veille. Les assiettes pâles, les fleurs fanées, les bougies fondues. Un monument à mon humiliation. J'ai tout nettoyé méthodiquement, chaque geste alimentant une colère froide qui grandissait dans ma poitrine. Pendant que je lavais la vaisselle, une idée a commencé à se former dans mon esprit. Une idée qui serait peut-être la seule façon de faire comprendre à Bruno ce qu'il avait perdu par sa cruauté. Après avoir rangé la cuisine, je suis allée dans le bureau et j'ai allumé l'ordinateur. J'ai accédé à notre compte bancaire joint, celui que nous avions ouvert juste après le mariage, où nous déposions nos salaires et d'où sortaient toutes les dépenses de la maison. Pendant toutes ces années, je n'avais jamais remis en question le fait que Bruno gagnait plus que moi et, par conséquent, contribuait davantage. J'ai regardé le solde, 680 000 $. Une somme considérable que nous avions économisée au fil des ans, fruit de notre travail commun, de nos sacrifices partagés. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à hier soir. J'ai pris mon téléphone et appelé la banque. J'ai expliqué que je souhaitais transférer une somme du compte joint vers mon compte personnel. Comme nous étions tous les deux titulaires du compte, j'avais le droit légal de faire cette opération. Quel montant souhaitez-vous transférer? A demandé la conseillère. 340 000 $, ai-je répondu d'une voix ferme et décidée. Très bien, Madame Kevin, le transfert sera effectué aujourd'hui même. J'ai raccroché et me suis adossée à ma chaise. La moitié de l'argent, la moitié de tout ce que nous avions construit ensemble. Cela semblait juste, considérant que la moitié de l'humiliation d'hier était aussi la mienne. Je ne me sentais pas coupable. En fait, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en contrôle de la situation. Bruno avait toujours eu l'habitude de prendre des décisions unilatérales concernant notre argent, nos projets,
notre vie. Il était peut-être temps qu'il découvre ce que c'était d'être de l'autre côté. Les jours suivants se sont déroulés dans une atmosphère tendue. Bruno rentrait tard, je faisais semblant de dormir. Le matin, il partait tôt, évitant toute conversation. C'était comme si nous étions deux étrangers partageant la même maison. Le jeudi, exactement une semaine après notre désastreux anniversaire de mariage, Bruno est rentré plus animé que d'habitude. Il y avait une lueur dans ses yeux que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Nadine, il faut que je te dise quelque chose, » a-t-il dit, s'asseyant à côté de moi sur le canapé où je regardais la télévision. Je l'ai regardé avec méfiance. C'était la première fois de la semaine qu'il essayait d'entamer une conversation. « Tu te souviens de cette BMW que je lorgnais depuis quelques mois, le cabriolet argenté ?» a-t-il continué sans attendre ma réponse. J'ai eu une offre incroyable. Le vendeur va me faire une remise spéciale si je conclus l'affaire d'ici vendredi. J'ai senti mon estomac se nouer. Je savais exactement où cette conversation allait mener. « Combien ça coûte ?» ai-je demandé, gardant une voix neutre. « 120 000 $, a-t-il répondu, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je vais utiliser l'argent de notre compte joint. Après tout, ma voiture commence à vieillir et je mérite quelque chose de mieux après tant de travail. J'ai observé son visage, cherchant un signe qu'il prenait en compte mon opinion, qu'il feindrait au moins que c'était une décision de couple. Mais il n'y avait rien d'autre que de l'attente, comme si mon approbation n'était qu'une formalité. « Quand comptes-tu l'acheter ?» ai-je demandé. « Demain matin. J'ai déjà rendez-vous avec le vendeur. Je vais quitter le bureau plus tôt pour régler toute la paperasse, » a dit Bruno, se levant déjà du canapé. « Tu n'as pas besoin de venir. Je sais que tu n'y connais pas grand-chose en voiture et de toute façon. » Cette dernière phrase était comme un déjà-vu du soir du dîner. La même arrogance, le même mépris déguisé en praticité. Mais cette fois, j'avais une surprise qui l'attendait. « D'accord, » ai-je simplement répondu. « Bonne chance pour l'achat. » Kevin m'a regardé avec une expression légèrement surprise, comme s'il s'attendait à une certaine résistance de ma part. Mais il a simplement souri et est monté dans la chambre, probablement satisfait d'avoir une épouse si compréhensive. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que toute la semaine. Demain serait une journée intéressante. Le lendemain matin, Bruno est parti de la maison en fredonnant. Il portait sa chemise bleue préférée et s'était parfumé plus que d'habitude. On aurait dit un homme allant à un rendez-vous galant, pas à l'achat d'une voiture. Je suis resté à la maison, travaillant sur mon ordinateur portable et attendant. Vers 2 heures de l'après-midi, mon téléphone a sonné. C'était Bruno. « Nadine, il y a un problème avec notre compte bancaire, » a-t-il demandé, la voix tendue. « Pourquoi tu me demandes ça ?» ai-je répondu, feignant l'ignorance. Je suis à la concession en train d'essayer de faire le virement pour la voiture, mais le système dit que nous n'avons pas assez de solde. C'est impossible. On avait presque 700 000 sur le compte. Ah ça, ai-je dit calmement. J'ai transféré la moitié de l'argent sur mon compte personnel la semaine dernière. Le silence à l'autre bout de la ligne était assourdissant. Quoi? Bruno a finalement réussi à articuler, sa voix sortant comme un murmure étranglé. Tu as fait quoi? J'ai transféré 340 000 $ sur mon compte personnel, ai-je répété calmement, ressentant une étrange satisfaction à entendre le désespoir grandissant dans sa voix. La moitié de ce qu'on avait sur le compte joint, mais pourquoi? Tu ne peux pas faire ça. C'est notre argent, a-t-il crié, et je pouvais entendre des voix en arrière-plan, probablement d'autres clients de la concession qui le regardaient. Notre argent? Ai-je demandé, laissant une pointe d'ironie colorer ma voix. C'est drôle, Bruno. La semaine dernière, quand tu as jeté mon dîner à la poubelle, tu n'avais pas l'air très préoccupé par les choses qui étaient nôtres. Le silence qui a suivi a été si long que j'ai cru que la ligne avait coupé. Quand il a finalement reparlé, sa voix était différente, plus contrôlée, mais avec une colère mal dissimulée. Nadine, on va discuter quand je rentrerai à la maison. Ne fais plus aucune bêtise. Bien sûr, chérie, ai-je répondu avec une douceur exagérée. Passe une bonne journée et bonne chance avec ta nouvelle voiture. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre.
Mes mains tremblaient légèrement, mais pas de peur. C'était de l'adrénaline pure. Pour la première fois depuis des années, j'avais pris une décision qui affectait notre vie sans demander la permission à Bruno, sans me soucier de son approbation. J'ai passé le reste de l'après-midi à travailler, mais mon esprit était ailleurs. Je savais que quand Bruno rentrerait à la maison, nous aurions la plus grosse dispute de notre mariage. Une partie de moi était nerveuse, mais une plus grande partie était impatiente. Nous allions enfin avoir une vraie conversation, sans faux semblant, sans qu'il me traite comme une enfant qui ne comprend rien à l'argent ou aux décisions importantes. Vers 6 heures du soir, j'ai entendu le bruit familier de sa voiture dans le garage. Mais il y avait quelque chose de différent dans le son. C'était plus grave, plus puissant. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Bruno sortir d'une BMW décapotable argentée. Il avait quand même acheté la voiture. J'ai ressenti un mélange de colère et de curiosité. Comment avait-il eu l'argent? Avait-il emprunté? Fait un crédit? Ou peut-être avait-il un compte secret dont je ne savais rien? Kevin est entré dans la maison en claquant la porte avec une force inutile. J'étais dans la cuisine en train de préparer mon dîner, seulement pour moi puisque je ne savais pas s'il dînerait à la maison, quand il est apparu dans l'embrasure, le visage rouge de colère. « Tu m'as humilié aujourd'hui », a-t-il dit, me pointant du doigt. « Devant le vendeur, devant d'autres clients, tu m'as fait honte. Je t'ai humilié ?» ai-je répété, lâchant la cuillère en bois que j'utilisais pour remuer la sauce. « Je t'ai humilié ?» C'est intéressant ce choix de mots, Bruno. Ne commence pas avec tes ironies, Nadine. Tu sais très bien ce que tu as fait. Tu as retiré 340 000 $ de notre compte sans me prévenir, sans m'en parler. C'est quoi? Ai-je interrompu, me tournant pour lui faire complètement face. C'est du vol? C'est de la trahison? C'est un manque de respect? Parce que si c'est ça, alors tu devrais très bien savoir comment je me suis sentie la semaine dernière. Ça n'a rien à voir avec le dîner, a-t-il crié, frappant le plan de travail de la cuisine. Une chose n'a rien à voir avec l'autre. Ah non, ai-je demandé, sentant la colère qui avait sommeillé toute la semaine finalement se réveiller. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu aies craché la nourriture que j'avais passé la journée entière à préparer. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu aies comparé ma cuisine avec celle de ta mère, délibérément, pour me blesser. Bruno s'est passé la main dans les cheveux, un geste que je connaissais bien et qui indiquait qu'il perdait le contrôle de la situation. Nadine, j'étais stressée ce jour-là. J'ai passé une mauvaise journée au travail et la nourriture n'était vraiment pas bonne. Je ne voulais pas te blesser. Tu ne voulais pas me blesser, ai-je répété, ma voix montant d'une octave. Tu as jeté mon dîner à la poubelle, Bruno, à la poubelle, comme si c'était vraiment des ordures. Et ensuite, tu as eu l'audace de dire que ta mère cuisine mieux. Elle cuisine mieux, a-t-il crié en retour. Et j'ai immédiatement compris qu'il avait commis une erreur. Le silence qui a suivi était chargé d'une tension presque palpable. Je l'ai regardé. Cet homme que j'avais épousé 12 ans auparavant, et je n'ai pas pu le reconnaître. Où était le Bruno qui complimentait ma cuisine? Celui qui m'aidait en cuisine les week-ends? Celui qui disait que j'étais la meilleure chose qui lui soit arrivée dans la vie? J'ai compris, ai-je dit, ma voix sortant plus basse et plus froide que je ne l'avais voulu. Alors c'est ça, ta mère cuisine mieux, ta mère fait tout mieux, ta mère est meilleure que moi en tout. Pourquoi tu n'es pas allé vivre avec elle alors, Bruno? Ne déforme pas mes paroles, a-t-il dit, mais sa voix avait perdu de sa force. Tu sais que ce n'est pas ça, ah non? Alors explique-moi ce que c'est, ai-je répondu en croisant les bras. Explique-moi pourquoi, après 12 ans de mariage, tu as trouvé approprié de cracher sur ma cuisine et de la comparer défavorablement à celle de ta mère. Explique-moi pourquoi tu n'as même pas eu la décence de faire semblant que c'était bon, au moins pour notre anniversaire de mariage. Kevin a détourné le regard et j'ai pu voir qu'il commençait à réaliser la gravité de ce qu'il avait fait. Mais c'était trop tard pour reculer. Et puisqu'on en est aux explications, ai-je continué, explique-moi comment tu as réussi à acheter cette voiture
alors que tu n'avais pas assez d'argent sur le compte. Il a hésité, et cette hésitation m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Tu as un compte secret, ai-je affirmé, ce n'était pas une question. Nadine, ce n'est pas exactement ça. Tu as un compte secret, ai-je répété, sentant une nouvelle vague de colère et de trahison. Pendant toutes ces années, alors que je mettais chaque centime que je gagnais sur notre compte commun, tu gardais de l'argent caché de moi. C'est un compte pour les urgences, a-t-il dit, admettant finalement. Tout homme responsable a une réserve d'urgence. Les urgences, ai-je répété, presque en riant de l'ironie. Et acheter une BMW décapotable de 120 000 $ est une urgence? Ma voiture était vieille, il fallait la changer. Il fallait la changer pour un cabriolet de luxe? Ai-je interrompu. Bruno, tu conduisais une BMW berline de 3 ans. Ce n'était pas exactement une vieille voiture. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais je ne l'ai pas laissé faire. Tu sais ce qui est drôle? Ai-je continué. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais remis en question tes décisions financières. Quand tu as voulu rénover le bureau, j'ai accepté. Quand tu as voulu faire ce voyage coûteux en Europe, j'ai accepté. Quand tu as voulu acheter cette montre ridiculement chère, j'ai accepté. Mais maintenant que je prends une décision seule, soudainement je suis la méchante de l'histoire. C'est différent, a-t-il dit, mais sa voix manquait de conviction. C'est différent pourquoi? Parce que je suis une femme, parce que je gagne moins que toi, parce que tu penses que je ne comprends rien à l'argent? Bruno est resté silencieux, mais la réponse était écrite sur son visage. C'était exactement ce qu'il pensait. Nadine, réglons ça comme des adultes, a-t-il finalement dit, essayant d'utiliser un ton conciliant qui m'a encore plus irrité. Tu retransfères l'argent et on discute de n'importe quel problème que tu pourrais avoir. N'importe quel problème que je pourrais avoir, ai-je répété lentement. Bruno, le problème ce n'est pas moi. Le problème c'est que tu es devenu un homme que je ne reconnais plus. Un homme qui manque de respect à sa femme, qui l'humilie, qui lui cache de l'argent et qui en plus pense avoir raison de faire tout ça. Il a ouvert la bouche pour protester, mais j'ai levé la main pour le faire taire. Et tu sais ce qui me dérange le plus? Tu ne t'es même pas excusé. Pas une seule fois pendant toute cette conversation, tu ne t'es excusé pour ce que tu as fait la semaine dernière. Tu es juste préoccupé par l'argent. Kevin est resté silencieux pendant un long moment et j'ai pu voir dans ses yeux qu'il commençait enfin à comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé entre nous. Nadine, a-t-il finalement dit, sa voix plus douce, je n'avais pas réalisé que je t'avais fait tant de mal. Tu n'avais pas réalisé? Ai-je demandé, sentant des larmes de colère me brûler les yeux. Comment tu n'as pas pu réaliser? Je suis sortie de la pièce en pleurant, Bruno. J'ai fermé la porte de la chambre à clé et j'ai pleuré toute la nuit. Comment tu n'as pas pu réaliser? Il a baissé la tête et pour la première fois depuis qu'il était rentré à la maison, il a semblé vraiment désolé. J'ai pensé que tu étais théâtral, a-t-il admis à voix basse. Ces mots ont été comme un coup de poing dans l'estomac. Théâtral. 12 ans de mariage. Et quand je me suis finalement permis de pleurer après avoir été humiliée, il a pensé que j'étais théâtrale. J'ai compris, ai-je dit, ma voix sortant plus calme que je ne me sentais. Donc quand tu t'énerves et que tu cries, c'est justifié. Mais quand je pleure après avoir été irrespectée, je suis dramatique. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, essaya-t-il d'expliquer. C'est exactement ce que tu as voulu dire, ai-je répondu. Et tu sais quoi, Bruno? Peut-être que j'ai vraiment été dramatique. Peut-être que j'aurais dû faire ce que j'ai fait aujourd'hui, il y a bien longtemps. Je l'ai regardé pendant un long moment, observant l'expression confuse sur son visage. Bruno ne s'attendait clairement pas à ce que je dise cela. Il était habitué à ce que nos disputes se terminent avec moi, qui cède, qui m'excuse, qui revienne à la normale comme si rien ne s'était passé. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» a-t-il demandé, sa voix révélant une inquiétude sincère pour la première fois de la soirée. Je veux dire que j'aurais dû arrêter d'accepter d'être traitée comme une bonne il y a longtemps, ai-je répondu en marchant vers le frigo pour prendre une bouteille d'eau, costaud. J'aurais peut-être dû arrêter de faire semblant que tout allait bien quand tu me manquais de respect devant les autres.
J'aurais peut-être dû arrêter d'accepter tes comparaisons constantes avec ta mère. Kevin m'a suivi dans la cuisine et je pouvais sentir sa présence derrière moi comme une ombre pesante. Nadine, tu exagères. Je ne t'ai jamais traitée comme une bonne, a-t-il dit, mais sa voix semblait moins convaincante maintenant. Je me suis retournée pour lui faire face, m'appuyant contre le comptoir de la cuisine. Ah non? Alors dis-moi, Bruno, quand est-ce que tu m'as remercié pour la dernière fois d'avoir préparé le dîner? Quand est-ce que tu as proposé ton aide en cuisine sans que je te le demande? Quand est-ce que tu as reconnu que je travaille aussi toute la journée et que je rentre fatiguée? Il a ouvert la bouche pour répondre, mais l'a refermée aussitôt. Il savait qu'il n'avait pas de bonne réponse à ces questions. Et tu sais ce qui me fait le plus mal, ai-je continué, sentant les mots sortir d'un endroit profond que j'avais essayé d'ignorer pendant des années. C'est que tu étais différent avant. Dans les premières années de notre mariage, tu complimentais ma cuisine. Tu m'aidais en cuisine. Tu me traitais comme une partenaire, pas comme une subordonnée. Je te traite toujours comme une partenaire, a-t-il protesté faiblement. Les partenaires ne crachent pas sur la nourriture l'un de l'autre, ai-je répondu sèchement. Les partenaires ne font pas de comparaisons cruelles. Les partenaires ne se cachent pas de l'argent. La mention de l'argent a fait se raidir Bruno à nouveau. J'ai pu voir le combat intérieur se dérouler sur son visage, entre l'homme qui commençait à comprendre qu'il avait blessé sa femme et celui qui pensait encore avoir raison sur la question financière. Le compte d'urgence n'est pas une question de te cacher de l'argent, a-t-il finalement dit. C'est une question de responsabilité financière. Responsabilité financière, ai-je répété, presque en riant de l'ironie. Bruno, tu as dépensé 120 000 € dans une décapotable. En quoi est-ce de la responsabilité financière? J'avais besoin d'une nouvelle voiture, a-t-il répondu, mais sa voix perdait de sa force. Tu avais besoin d'une nouvelle voiture, ou tu voulais une nouvelle voiture, ai-je demandé. Parce qu'il y a une énorme différence entre les deux, et un homme financièrement responsable le saurait. Kevin a passé sa main dans ses cheveux à nouveau, un geste qui semblait maintenant plus traduire de la frustration que de la colère. Nadine, qu'est-ce que tu veux de moi? Que je rende la voiture? Que je m'excuse pour le reste de ma vie pour un commentaire malheureux sur le dîner? Je veux que tu comprennes, ai-je dit, ma voix sonnant plus fatiguée qu'énervée. Je veux que tu comprennes que ce n'était pas juste un commentaire malheureux. C'était l'aboutissement d'années de petites humiliations, de petits manques de respect, de petits signes montrant que tu ne me considères plus comme ton égal. Il est resté silencieux, et j'ai pu voir qu'il essayait vraiment de comprendre ce que je disais. Pour la première fois depuis longtemps, Bruno semblait vraiment m'écouter. « Tu te souviens de notre 3e anniversaire de mariage ?» ai-je demandé doucement. Tu m'avais emmené dans ce petit restaurant italien et quand le serveur avait apporté le mauvais plat, tu avais gentiment expliqué l'erreur et demandé à changer. Tu n'avais pas crié, pas fait de drame, pas humilié qui que ce soit. Tu avais été gentil et respectueux. Kevin a lentement hoché la tête, se souvenant du moment. Pourquoi ne peux-tu pas me traiter avec la même gentillesse que tu as traité un serveur inconnu? Ai-je demandé, sentant les larmes me brûler à nouveau les yeux. Pourquoi un étranger mérite-t-il plus de respect que ta femme? La question s'est restée suspendue dans l'air entre nous, lourde et chargée d'années de rancœur accumulée. Bruno a baissé la tête, et pour la première fois depuis qu'il était rentré à la maison, il semblait vraiment avoir honte. Je n'ai jamais vu les choses sous cet angle, a-t-il admis à voix basse. Et c'est exactement ça le problème, ai-je répondu. Tu ne réfléchis jamais. Tu agis impulsivement. Tu dis ce qui te passe par la tête. Et ensuite, tu t'attends à ce que j'accepte simplement et que je passe à autre chose. Mais je ne suis pas un punching ball émotionnel, Bruno. Je suis ta femme. Il leva les yeux vers moi et je pus voir quelque chose de différent dans son expression. Du remords sincère, peut-être, ou du moins le début. Nadine, je suis désolé, dit-il finalement avec une sincérité dans sa voix que je n'avais pas entendue depuis des années. Je suis désolé pour ce que j'ai dit sur le dîner. Je suis désolé d'avoir recraché la nourriture. Je suis désolé de t'avoir comparé à ma mère.
C'était cruel et inutile. Les mots que j'attendais depuis une semaine sortaient enfin de sa bouche, mais étrangement, ils n'apportaient pas le soulagement espéré. Au lieu de cela, je ressentis une profonde tristesse, comme si ces excuses arrivaient trop tard. « Merci de t'excuser », dis-je, ma voix sonnant plus formelle que je ne l'aurais voulu. « Mais Bruno, le problème n'est pas seulement ce que tu as dit, c'est le schéma comportemental. C'est le fait que tu t'excuses uniquement parce que j'ai pris une mesure drastique. »« Que veux-tu dire ?» demanda-t-il, semblant sincèrement confus. « Je veux dire que si je n'avais pas transféré l'argent, si j'avais simplement avalé l'humiliation et continué comme je le fais toujours, tu ne te serais jamais excusé. Tu aurais complètement oublié l'incident et attendu que je fasse de même. » Kevin resta silencieux, car il savait que j'avais raison. Je connaissais mon mari depuis 15 ans et je savais exactement comment fonctionnait son esprit. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je finalement, me dirigeant vers l'escalier. J'ai besoin de digérer tout ça. »« Nadine, attends, » m'appela-t-il en me suivant. « On peut te résoudre ça. On peut parler, aller en thérapie de couple, faire ce qu'il faut. » Je m'arrêtai sur la première marche et me retournai pour le regarder. « Thérapie de couple, » répétai-je. « Tu sais que je l'ai suggéré 3 fois ces 2 dernières années. Et tu as dit que c'était ridicule, qu'on n'avait pas besoin d'un étranger pour nous dire comment vivre notre mariage. » L'expression sur son visage me dit qu'il avait complètement oublié ces conversations. « J'avais tort, » admit-il. « On peut essayer maintenant. »« On peut, » acquiesçai-je. « Mais cela exigera que tu changes vraiment, Bruno. Pas juste de belles paroles et des promesses en l'air. Un véritable changement de comportement. »« Je peux changer, » dit-il rapidement, peut-être trop rapidement. « Vraiment ?» demandai-je, montant une marche de plus. « Tu peux arrêter de me comparer à ta mère. Tu peux arrêter de dévaloriser mon travail en cuisine. Tu peux m'inclure dans les décisions financières importantes. Tu peux me traiter avec le même respect que tu traites tes collègues de travail. » Chaque question était comme une petite lame, tranchant à travers les couches de déni et d'auto-illusion que nous avions construites au fil des ans. « Oui, » répondit-il, mais sa voix était moins assurée maintenant. « Je peux faire tout ça. Je l'espère, » dis-je, continuant à monter l'escalier. « Parce que Bruno, je n'accepterai plus d'être traitée comme une citoyenne de seconde zone dans mon propre mariage. Les 340 000 $ que j'ai transférés ne sont qu'un début. Si tu n'arrivais pas à me traiter avec respect, je transférerai beaucoup plus que ça. » Je m'arrêtai en haut de l'escalier et regardai en bas, où il était encore debout, me regardant avec une expression mêlant choc, colère et ce qui pourrait être de la peur. « Et Bruno ?» ajoutai-je, ma voix résonnant dans le couloir. « La prochaine fois que tu n'aimes pas ma cuisine, dis simplement « Merci pour le dîner, mais je n'ai pas faim. » C'est ainsi que se comportent les gens civilisés. J'entrai dans la chambre et fermai la porte derrière moi, pas violemment, mais avec une fermeté qui communiquait clairement que la conversation était terminée. Je m'appuyai contre la porte et respirai profondément pour la première fois depuis des heures. Dehors, j'entendis Kevin monter l'escalier lentement, ses pas lourds dans le couloir. Il s'arrêta devant la porte de la chambre un long moment et j'imaginais qu'il décidait s'il devait frapper ou non. Finalement, j'entendis ses pas s'éloigner vers le bureau. Je m'assis sur le lit et pris mon téléphone. J'avais plusieurs messages non lus, dont une de ma sœur Ondine qui me demandait comment j'allais. Je tapai une réponse rapide disant que j'allais bien et que nous parlerions le lendemain. Je regardais autour de la chambre que j'avais partagée avec Bruno pendant 12 ans. C'était un bel espace, décoré avec soin, rempli de souvenirs de notre vie commune. Des photos de voyage, des cadeaux que nous nous étions offerts, de petits objets qui racontaient l'histoire de notre relation. Mais à ce moment-là, tout semblait différent. Les photos semblaient en être de 2 personnes que je reconnaissais à peine. Les cadeaux semblaient être des reliques d'un temps révolu. Les objets semblaient appartenir à une version de moi qui n'existait plus. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre, regardant la BMW cabriolet argentée dans le garage. C'était une belle voiture, je l'admets. Élégante, chère,
le genre de voiture qui faisait une déclaration sur le statut de son propriétaire. Mais tout ce que je pouvais voir était le symbole de la détérioration de notre communication, de comment nous étions devenus des étrangers vivant sous le même toit. Mon téléphone a sonné, m'arrachant à mes pensées. C'était un message de Bruno. Pouvons-nous parler demain, quand nous serons plus calmes? J'ai regardé le message longuement avant de répondre. Oui, mais Bruno, cette conversation va déterminer l'avenir de notre mariage. J'espère que tu comprends cela. La réponse était venue rapidement. Je comprends. Bonne nuit, Nadine. Je t'aime. J'ai fixé les mots sur l'écran du téléphone. Je t'aime. 2 mots qui me faisaient sourire autrefois, qui réchauffaient mon cœur. Maintenant, ils semblaient vides, automatiques, comme quelque chose qu'il disait parce qu'il pensait devoir le dire. Je n'ai pas répondu au message. À la place, j'ai éteint mon téléphone et me suis préparé pour dormir. Demain serait un nouveau jour, et pour la première fois depuis longtemps, je ne savais pas ce qu'il apporterait. Mais une chose était certaine. Je ne serai plus jamais la Nadine qui acceptait le manque de respect en silence. Allongée dans mon lit, j'entendais le son étouffé de la télévision venant du bureau. Bruno passerait probablement la nuit là-bas, comme il l'avait fait tant d'autres fois lors de nos disputes. La différence était que cette fois, peu m'importait qu'il revienne au lit ou non. Pour la première fois depuis des années, j'avais défendu ma dignité, et peu importe ce qui arriverait ensuite, ce sentiment d'avoir enfin trouvé ma voie valait chaque centime des 340 000 $ que j'avais transférés. Je me suis réveillée le lendemain avec une étrange sensation de légèreté. Pendant des années, j'avais porté un poids invisible sur mes épaules, une tension constante qui se manifestait dans ma façon de marcher dans la maison, de parler, de respirer. Ce matin-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je pouvais respirer pleinement. Le côté gauche du lit était vide et froid. Bruno avait passé la nuit dans le bureau, comme je l'avais imaginé. Je pouvais entendre le bruit étouffé de la douche dans la salle de bain commune, indiquant qu'il se préparait pour le travail. C'était une routine familière, mais qui portait maintenant un poids différent. Je suis descendue à la cuisine et j'ai préparé mon petit déjeuner en silence. Il n'y avait pas de précipitation, pas l'anxiété habituelle d'essayer de plaire ou d'éviter les conflits. J'ai simplement fait mon café comme je l'aimais, fort et sans sucre, et j'ai grillé 2 tranches de pain complet. C'était une petite rébellion contre les années où j'avais adapté même mes goûts personnels pour accommoder les préférences de Bruno. En buvant mon café, j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine le jardin que j'avais moi-même planté et entretenu au fil des ans. Les roses fleurissaient magnifiquement, les carrés d'herbes aromatiques que j'utilisais en cuisine étaient verdoyants et bien entretenus. C'était un travail que j'aimais, mais que Bruno avait toujours considéré comme un passe-temps dispensable, ne reconnaissant jamais le temps et l'effort que je consacrais à rendre notre maison belle. Kevin est descendu l'escalier vêtu d'un de ses costumes les plus formels, celui bleu marine que j'avais aidé à choisir 2 ans auparavant. Il s'est arrêté à l'entrée de la cuisine, visiblement hésitant sur la façon de procéder. La dynamique entre nous avait fondamentalement changé la veille, et nous le savions tous les deux. « Bonjour », a-t-il dit prudemment, sa voix sonnant trop formelle pour un couple marié depuis 15 ans. « Bonjour, Bruno », ai-je répondu. Continuant à boire mon café sans lever les yeux du journal que j'avais ramassé à l'entrée. Il s'est approché du comptoir où j'avais l'habitude de laisser sa tasse de café prête tous les matins. Aujourd'hui, il n'y avait pas de tasse, pas de café préparé spécialement pour lui, pas ce petit rituel d'attention que j'avais maintenu religieusement pendant toutes ces années. « Nadine » a-t-il commencé, s'arrêtant près de la cafetière. « À propos d'hier soir. »« Qu'y a-t-il à propos d'hier soir ?» ai-je demandé, levant finalement les yeux pour le regarder. Ma voix était calme, maîtrisée, très différente de la femme émotive qui avait pleuré dans la chambre une semaine auparavant. Kevin a semblé déconcerté par mon calme. Il s'attendait probablement à trouver la Nadine habituelle, anxieuse de résoudre le conflit, de revenir à la normale,
de faire comme si rien ne s'était passé. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, a-t-il continué, se servant du café. Et tu as raison sur certaines choses. Certaines choses, ai-je répété, fermant le journal et m'adossant à ma chaise. Quelle générosité de ta part, Bruno. Le sarcasme dans ma voix était subtil, mais il l'a saisi. J'ai pu voir la tension s'installer dans ses épaules, la façon dont sa mâchoire s'est légèrement contractée. C'était une réaction que je connaissais bien, le présage de son irritation quand il sentait qu'il était défié. « Nadine, j'essayais là », a-t-il dit, sa voix portant un ton d'avertissement que j'avais appris à reconnaître au fil des ans. « Tu essaies quoi exactement ?» ai-je demandé, maintenant mon ton calme. « De mon point de vue, il me semble que tu essaies de minimiser ce qui s'est passé, de transformer une conversation sérieuse sur l'avenir de notre mariage en une simple dispute domestique qui peut être résolue avec quelques paroles creuses. » Il posa sa tasse sur le comptoir plus fort que nécessaire, le bruit résonnant dans la cuisine silencieuse. « Je me suis excusé hier soir, » dit Bruno, sa voix montant d'un ton. « J'ai admis savoir eu tort à propos du dîner. Que veux-tu de plus de moi ?» Je me suis levé de table, portant ma tasse vide jusqu'à l'évier. C'était un geste simple, mais qui m'a donné quelques secondes pour organiser mes pensées avant de répondre. Je veux que tu comprennes la différence entre s'excuser parce qu'on s'est fait prendre et s'excuser parce qu'on comprend vraiment ce qu'on a fait de mal, dis-je en lavant lentement la tasse. Je veux que tu arrêtes d'agir comme si j'étais une enfant capricieuse qui fait un drame pour rien. Je ne te traite pas comme une enfant, protesta-t-il, mais sa voix était sur la défensive. Je me suis retourné pour lui faire face, m'appuyant contre l'évier. Vraiment ? Alors explique-moi pourquoi chaque fois que j'exprime mon mécontentement sur quelque chose dans notre mariage, tu agis comme si j'étais mélodramatique. Explique-moi pourquoi tu minimises mes sentiments, pourquoi tu changes de sujet, pourquoi tu agis comme si mon point de vue était insignifiant. Kevin passa la main dans ses cheveux, un geste qui semblait maintenant plus révélateur d'une frustration sincère que d'une simple irritation. « Je ne sais pas comment répondre à ça, » admit-il finalement. « Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. »« Je ne veux pas que tu dises quelque chose en particulier, » répondis-je. « Je veux que tu réfléchisses sincèrement à la façon dont notre dynamique fonctionne. Je veux que tu penses au nombre de fois ces dernières années où tu m'as vraiment écouté, vraiment considéré mon point de vue sur quelque chose d'important. » Il resta silencieux un long moment, et je pouvais voir qu'il essayait vraiment de comprendre ce que je disais. C'était un progrès, peut-être minime mais significatif. « Nadine, dit-il finalement, sa voix plus douce maintenant, je sais que j'ai fait des erreurs, je sais que je suis parfois insensible, mais je t'aime et je ne veux pas te perdre. » Les mots étaient beaux, mais j'avais appris à voir au-delà des paroles. J'avais appris à prêter attention aux actes, aux schémas comportementaux, aux petits choix quotidiens qui définissent vraiment une relation. « Je sais que tu m'aimes à ta façon, » dis-je. Mais Bruno, l'amour sans respect est insuffisant. L'amour sans considération est vide. L'amour qui permet l'humiliation n'est pas vraiment de l'amour. J'ai regardé l'horloge sur le mur de la cuisine. 8h15. Dans quelques minutes, Kevin partirait travailler et j'aurais toute la journée pour réfléchir à notre conversation, à l'avenir, à ce que je voulais vraiment de la vie. « Je dois y aller, » dit-il, regardant sa propre montre. « Mais on peut continuer cette conversation ce soir. On peut essayer de trouver une solution. On peut parler, » ai-je accepté. « Mais Bruno, j'ai besoin que tu comprennes une chose. Je ne cherche pas une solution rapide. Je ne cherche pas quelques changements cosmétiques qui dureront quelques semaines avant de revenir aux vieilles habitudes. Si nous devons travailler sur ce mariage, il faut que ce soit un changement réel et permanent. » Il hocha la tête, mais je pouvais voir l'incertitude dans ses yeux. Kevin était habitué aux problèmes avec des solutions simples, aux conflits qui pouvaient être résolus avec quelques concessions superficielles. Il n'était pas préparé au type de travail profond qu'une relation vraiment saine exigeait. « Nadine, » dit-il, hésitant à la porte de la cuisine, « à propos de l'argent que tu as transféré,
Quoi, l'argent? Demandai-je, sachant déjà où cette conversation mènerait. Eh bien, je pensais que tu pourrais peut-être le retransférer, comme un geste de bonne foi, tu vois, pour montrer qu'on est prêt à travailler ensemble. Et voilà. La vraie préoccupation de Bruno. Ce n'était pas mon bien-être émotionnel, ce n'était pas la santé de notre relation, ce n'était pas le besoin de changements fondamentaux dans notre dynamique. C'était l'argent. C'était toujours l'argent. J'ai souri, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le genre de sourire qui apparaît quand on voit enfin une situation avec une clarté absolue. Bruno, dis-je, ma voix restant parfaitement calme. L'argent reste où il est jusqu'à ce que je voie des changements réels dans ton comportement. Et quand je dis des changements réels, je ne parle pas d'une semaine ou deux de bons comportements. Je parle de mois de constance. L'expression sur son visage changea instantanément. Le masque de l'homme repentant et prêt à changer disparut, remplacé par l'irritation familière que je connaissais si bien. « Nadine, c'est ridicule, dit-il, sa voix se durcissante. Tu ne peux pas simplement voler la moitié de notre argent et l'utiliser comme chantage émotionnel. » Chantage émotionnel, ai-je répété lentement. C'est intéressant que tu utilises cette expression, considérant que c'est exactement ce que tu m'as fait subir pendant des années. Du chantage émotionnel à travers des comparaisons avec ta mère, des humiliations publiques, du contrôle financier. Kevin ouvrit la bouche pour protester, mais je continuai avant qu'il ne puisse parler. Et je n'ai rien volé, Bruno. La moitié de cet argent est légalement à moi. En fait, considérant que je travaille aussi et que je contribue à nos revenus familiaux, je pourrais argumenter que j'ai droit à bien plus que la moitié. Il resta immobile à la porte un moment, visiblement tiraillé entre sa colère et son besoin de maintenir l'apparence d'un homme raisonnable. « Nous allons en parler ce soir, » dit-il finalement, sa voix chargée d'une autorité qu'il croyait manifestement encore posséder sur moi. « Oui, acquiesçai-je, nous allons parler. Mais Bruno, je te suggère d'utiliser ton temps au travail aujourd'hui pour réellement réfléchir à ce que tu veux de ce mariage. Parce que moi, je sais déjà ce que je veux et je n'accepterai rien de moins. » Il partit sans dire au revoir et j'entendis le bruit de ses pas lourds dans le couloir, suivi du claquement de la porte d'entrée. Quelques instants plus tard, j'entendis le vrombissement de la BMW cabriolet quittant le garage. Je restai seul dans la cuisine, entouré par le silence qui était devenu mon compagnon constant cette dernière semaine. Mais cette fois, le silence ne semblait pas oppressant. Il semblait libérateur. Je pris mon téléphone et composai le numéro de ma sœur Ondine. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui me connaissait depuis plus longtemps que mon mariage. Quelqu'un qui se souvenait de la femme que j'étais avant de devenir l'épouse toujours accommodante de Bruno Kevin. « Nadine ?» La voix inquiète de Ondine résonna après la deuxième sonnerie. « Comment vas-tu? Ton message d'hier m'a inquiété. »« Je vais bien, » répondis-je, et pour la première fois depuis longtemps, je le pensais vraiment. « En fait, je vais mieux que je ne l'ai été depuis des années, mais j'ai besoin de te parler. Tu as du temps pour un café ce matin? » « Bien sûr, » répondit-elle immédiatement. « Où veux-tu qu'on se retrouve? »« Ce petit café près de ton bureau, celui qui fait ces gâteaux maison que tu adores. »« Parfait, j'y serai dans 1 heure. » Je raccrochai et regardai une dernière fois autour de la cuisine. Dans quelques heures, Bruno rentrerait à la maison et nous aurions notre conversation décisive. Mais pour la première fois, je n'étais ni anxieuse ni nerveuse à cette perspective. J'étais préparée. Je montais dans la chambre pour me préparer, passant devant le bureau où Kevin avait passé la nuit. La porte était entr'ouverte et je pouvais voir les couvertures froissées sur le canapé-lit, les oreillers jetés par terre. C'était une image qui résumait parfaitement l'état de notre mariage. Désordonné, inconfortable, insoutenable. Mais c'était aussi l'image de quelqu'un qui avait été forcé de sortir de sa zone de confort. Et peut-être, juste peut-être, était-ce le début du véritable changement dont notre relation avait désespérément besoin. Pendant que je me préparais pour retrouver Ondine, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'expression sur le visage de Bruno quand j'avais mentionné l'argent. C'était comme si un masque était tombé
révélant ses véritables priorités. Pendant toutes ces années de mariage, je m'étais convaincue qu'il était juste insensible, peut-être un peu égoïste, mais je n'avais jamais considéré que son intérêt pour moi puisse être aussi superficiel. Je choisis un chemisier bleu clair qui me donnait toujours confiance et un jean confortable. Pas besoin d'impressionner qui que ce soit aujourd'hui, juste de me sentir bien dans ma peau. C'était étrange, comme cette sensation était devenue rare ces dernières années, comme si j'avais progressivement perdu le contact avec mes propres goûts et préférences. Le trajet jusqu'au café me donna le temps d'organiser mes pensées. Les rues familières du quartier semblaient différentes, aujourd'hui comme si je les voyais avec un regard neuf. Peut-être était-ce parce que, pour la première fois depuis longtemps, je ne courais pas pour résoudre une crise domestique ou ne m'inquiétais pas de l'humeur de Kevin à son retour. Ondine était déjà assise à une table dans le coin quand j'arrivai, remuant distraitement le sucre dans son café. Elle leva les yeux en me voyant et sourit, mais je pouvais percevoir l'inquiétude dans son expression. Ma sœur avait toujours eu cette capacité à lire entre les lignes, à percevoir quand quelque chose n'allait vraiment pas. « Nadine, » dit-elle, se levant pour m'embrasser, « tu as l'air différente. »« Différente comment ?» demandai-je, m'asseyant sur la chaise en face d'elle et faisant signe à la serveuse. « Je ne sais pas exactement, » répondit Ondine, étudiant mon visage avec attention. Plus calme peut-être, moins tendu, mais il y a aussi quelque chose dans tes yeux, une détermination que je n'avais pas vue depuis des années. Je commandai un café au lait et une part de ce gâteau à la carotte que nous partagions toujours quand nous étions plus jeunes. C'était notre petit rituel, une façon de nous reconnecter avec des temps plus simples. « Ondine, je dois te raconter ce qui s'est passé. » commençai-je en prenant une profonde respiration. « Et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi sur ce que tu en penses. » Ma sœur se pencha en avant, m'accordant toute son attention. C'était une qualité que j'avais oublié d'apprécier à sa juste valeur. La capacité de vraiment écouter quelqu'un sans jugement préalable, sans hâte de donner des conseils ou de changer de sujet. Je lui ai parlé du dîner d'anniversaire, de la réaction de Bruno, de notre discussion et de ma décision de transférer l'argent. Je lui ai parlé de la conversation de ce matin, de comment il avait essayé de minimiser tout ça, et puis révéler sa véritable préoccupation quand j'ai mentionné les finances. Ondine m'écoutait en silence, se contentant d'acquiescer occasionnellement ou d'émettre de petits sons de compréhension. Quand j'ai fini, elle était restée silencieuse un long moment, remuant pensivement son gâteau. « Nadine, » dit-elle finalement d'une voix prudente mais ferme. « Je vais te dire quelque chose que tu ne veux peut-être pas entendre, mais qui doit être dit. Je n'ai jamais beaucoup aimé Bruno. Cela m'a surprise. Ondine avait toujours été polie avec mon mari, avait toujours participé aux événements familiaux sans se plaindre. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ? Ai-je demandé. Parce que tu semblais heureuse au début, répondit-elle. Et puis, quand j'ai commencé à remarquer que tu changeais, que tu devenais plus silencieuse, plus anxieuse de plaire, tu étais déjà tellement investie dans ton mariage que j'ai pensé que toute critique de ma part serait vue comme une ingérence. Elle but une gorgée de café avant de continuer. Mais Nadine, je te regardais te transformer en une version diminuée de toi-même. La Nadine que je connaissais était confiante, avait des opinions fortes, n'avait pas peur d'être en désaccord avec les gens. La Nadine mariée à Bruno s'excusait toujours, essayait toujours de maintenir la paix, mettait toujours les besoins de Bruno avant les siens. Ces mots faisaient mal parce qu'ils étaient vrais. Je savais que j'avais changé, mais j'avais rationalisé ces changements comme de la maturité, comme l'apprentissage d'être une bonne épouse. « Tu penses que je devrais le quitter ?» ai-je demandé directement. Ondine soupira, pesant visiblement ses mots avec soin. Je pense que tu devrais te demander si tu peux imaginer les 10-20 prochaines années de ta vie à être traitée comme tu l'as été la semaine dernière. Je pense que tu devrais te demander si Bruno est capable de véritables changements ou s'il va simplement faire des ajustements temporaires jusqu'à ce que tu baisses ta garde à nouveau. Et pour l'argent, ai-je demandé, tu penses que je suis allée trop loin? Nadine, tu travailles depuis 15 ans.
Tu contribues au revenu du ménage. La moitié de cet argent est légalement à toi. Et moralement, considérant tout ce que tu as fait pour faire fonctionner cette maison, tu as probablement droit à plus que ça, dit Ondine avec conviction. Le fait que Bruno soit plus préoccupé par l'argent que par les sentiments qui t'ont poussé à prendre cette décision te dit tout ce que tu dois savoir sur ses priorités. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes, chacune perdue dans ses pensées. Le café devenait plus animé avec l'approche de l'heure du déjeuner, mais notre table dans le coin offrait une sensation d'intimité. « Nadine, » dit finalement Ondine, « je peux te poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Quand as-tu été vraiment heureuse pour la dernière fois? Pas juste contente ou résignée, mais vraiment heureuse. » La question m'a prise au dépourvu. Je suis restée assise là, essayant de me souvenir, et j'ai réalisé avec horreur que je ne pouvais pas identifier un moment spécifique de bonheur authentique ces dernières années. Je ne sais pas, ai-je admis, ma voix sortant comme un murmure. Ça devrait t'effrayer, dit doucement Ondine, parce que la vie est trop courte pour être vécue dans un état de résignation constante. Quand nous sommes sortis du café, j'ai senti comme si un poids avait été retiré de mes épaules. Non pas parce que Ondine m'avait donné des réponses faciles, en fait, elle avait posé des questions encore plus difficiles, mais parce qu'enfin quelqu'un validait mes sentiments, confirmait que je n'étais pas dramatique ou trop exigeante. Le reste de l'après-midi passa rapidement. Je suis allée au supermarché, je me suis occupée du jardin, j'ai lu quelques pages d'un livre que j'avais acheté il y a des mois, mais que je n'avais jamais eu le temps d'ouvrir. C'étaient des activités simples, mais qui me donnaient une sensation de normalité que je n'avais pas expérimentée depuis longtemps. À 5h30, j'ai entendu le son familier de la BMW de Bruno dans le garage. Mon estomac s'est automatiquement noué. Une réponse conditionnée à des années d'anxiété concernant son humeur quand il rentrait à la maison. Mais cette fois, j'ai respiré profondément et je me suis souvenu de la conversation avec Ondine, de la nouvelle perspective que j'avais acquise sur ma situation. Bruno est entré par la porte de la cuisine, l'air fatigué et maussade. Il fit un signe de tête en guise de salut, visiblement encore en train de digérer notre conversation du matin. « Comment s'est passée ta journée ?» demandai-je d'une voix neutre. « Compliquée, » répondit-il en desserrant sa cravate. J'ai dû expliquer à 3 personnes différentes pourquoi je n'ai pas pu conclure l'affaire de la voiture. C'était embarrassant. Il y avait une accusation implicite dans ces mots, comme si ma décision de protéger notre argent était responsable de son embarras professionnel. « Bruno, » dis-je en m'asseyant à la table de la cuisine, « nous devons parler sérieusement de notre mariage. Et j'ai besoin que tu m'écoutes vraiment, pas que tu attendes simplement ton tour pour parler. » Il se servit un verre d'eau et s'assit en face de moi, son expression prudente. « Je t'écoute, » dit Kevin. « Non, tu n'écoutes pas, » répondis-je calmement. « Tu formules déjà ta réponse. Tu penses à comment contrer ce que je vais dire. Tu prépares ta défense. » C'est exactement ça le problème. Kevin ouvrit la bouche pour protester, puis sembla y réfléchir et la referma. « Je veux sauver notre mariage, » poursuivis-je, « mais pas à n'importe quel prix. Pas un cas au prix de ma dignité, de mon estime de soi, de mon bonheur. Et certainement pas au prix de faire semblant que je n'ai pas droit au respect élémentaire dans ma propre maison. »« Nadine, je te respecte, » dit-il, mais sa voix était défensive. « Non, Bruno, tu ne me respectes pas. Le respect ne consiste pas seulement à ne pas me frapper ou m'insulter. Le respect, c'est considérer mes sentiments avant de faire des commentaires cruels. Le respect, c'est valoriser mon travail et mes efforts. Le respect, c'est me traiter comme une partenaire égale, pas comme une femme de ménage qui partage occasionnellement ton lit. » Je pouvais voir la tension monter dans ses épaules, l'irritation familière commençant à se manifester dans sa posture. « Alors que veux-tu exactement ?» demanda Kevin, sa voix se durcissant. « Une liste de demandes? Un contrat de mariage révisé? »« Je veux que tu reconnaisses que tu as un problème, » répondis-je. « Je veux que tu admettes que la façon dont tu me traites est inacceptable. Et je veux que tu t'engages sincèrement à changer, pas seulement pour quelques semaines jusqu'à ce que j'oublie ce qui s'est passé, mais définitivement. » Bruno resta silencieux pendant un long moment,
et je pouvais voir le combat intérieur se dérouler sur son visage. Une partie de lui voulait clairement exploser, reprendre le contrôle de la situation par l'intimidation. Mais une autre partie, peut-être celle qui m'aimait vraiment, semblait essayer de digérer ce que je disais. « Et si je n'y arrive pas ?» demanda-t-il finalement, sa voix plus basse maintenant. « Et si j'essaie, mais que je n'arrive pas à être le mari que tu veux ?» C'était une question honnête, peut-être la première question véritablement vulnérable qu'il m'avait posée depuis des années. « Alors nous devrons prendre des décisions difficiles concernant notre avenir, » répondis-je. « Parce que Bruno, je ne vais pas passer le reste de ma vie à être malheureuse. Je mérite mieux que ça. Nous méritons tous les deux mieux que ça. » Il resta silencieux un long moment, absorbant mes paroles. Je pouvais voir différentes émotions traverser son visage. Surprise, irritation, quelque chose qui pourrait être de la peur, et peut-être, juste peut-être, une lueur de compréhension authentique. « Nadine, » dit finalement Bruno, sa voix plus basse que d'habitude. Je n'avais pas réalisé que les choses en étaient arrivées là. « Mais elles y sont, » répondis-je fermement. Et ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'était un processus graduel de petites humiliations, de commentaires inutiles, de me sentir diminuée dans ma propre maison. Il passa ses mains dans ses cheveux, un geste que je reconnaissais comme un signe qu'il était véritablement perturbé. « Que veux-tu que je fasse ?» demanda Kevin. « Comment puis-je réparer ça ?» C'était une question importante, mais je pouvais sentir qu'il ne comprenait pas encore complètement la profondeur du problème. « Bruno, tu ne peux pas simplement réparer des années de comportement inapproprié avec quelques belles paroles ou des gestes temporaires, expliquai-je. Cela va exiger un véritable changement dans ta façon de me voir, de me traiter, de me parler. Je peux essayer, dit-il, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui me faisait douter de sa conviction. Essayer ne suffit pas, répondis-je. J'ai besoin d'un engagement réel. J'ai besoin de savoir que tu comprends que la façon dont tu m'as traitée était mauvaise, pas simplement malheureuse ou mal interprétée, mais véritablement mauvaise. Bruno se leva et commença à faire les 100 pas dans la cuisine, visiblement agité. C'était un schéma que je connaissais bien. Quand il se sentait acculé, il devenait agité, comme si le mouvement physique pouvait l'aider à trouver une issue à la situation. « Nadine, tu me demandes d'admettre que je suis un mauvais mari, » dit-il en s'arrêtant pour me regarder. « Non, » répondis-je calmement. « Je te demande d'admettre que tu as des comportements qui blessent ton épouse et que tu dois les changer. Il y a une différence entre reconnaître des problèmes spécifiques et se définir comme une mauvaise personne. » Il réfléchit un moment et je pouvais voir qu'il luttait intérieurement avec des concepts qu'il n'avait probablement jamais sérieusement envisagés auparavant. « Et l'argent ?» demanda Kevin, changeant de sujet d'une manière qui me semblait stratégique. « Tu vas le remettre sur le compte joint ?» La question révélait exactement où se situaient ses véritables préoccupations, et je ressentis une vague de déception. « Bruno, le fait que tu sois plus préoccupé par l'argent que par les sentiments qui m'ont poussé à le transférer est exactement le problème que j'essaie d'expliquer, dis-je, gardant ma voix calme mais ferme. « Mais Nadine, c'est 340 000 réais, protesta-t-il. C'est beaucoup d'argent à déplacer sans discussion. C'est la moitié de notre argent, corrigeai-je. De l'argent que j'ai gagné en travaillant pendant 15 ans, de l'argent auquel j'ai contribué autant que toi. Et je ne l'ai ni dépensé ni perdu. Je l'ai juste mis dans un endroit où tu ne peux pas l'utiliser pour acheter des voitures chères sans mon accord. » Bruno sembla réaliser qu'il avait commis une erreur en se concentrant sur l'aspect financier car son expression changea légèrement. « Je ne voulais pas dire que tu n'as pas droit à cet argent, » dit-il, essayant de faire marche arrière. « C'est juste que ça a été un choc de l'apprendre comme ça. C'était un choc parce que tu n'as jamais envisagé que je puisse prendre une décision indépendante concernant nos finances, » répondis-je. Tout comme ce fut un choc quand je n'ai pas accepté passivement tes commentaires cruels sur ma cuisine. Je me rassis à table, sentant le poids de la conversation. C'était épuisant de devoir expliquer des concepts basiques de respect mutuel à quelqu'un avec qui j'avais partagé un lit pendant tant d'années. « Nadine,
dit Bruno se rasseyant également. Je comprends que tu sois contrarié. Et je suis désolée pour ce qui s'est passé au dîner. J'étais fatiguée, stressée par le travail, et j'ai fini par me défouler sur toi. C'était une excuse dont j'avais entendu des variations des centaines de fois au fil des ans. Le travail, le stress, la fatigue. Il y avait toujours une justification externe à son comportement. Bruno, c'est exactement cette attitude qui doit changer, dis-je. Tu ne peux pas continuer à utiliser le stress comme excuse pour me maltraiter. Tout le monde a du stress, tout le monde a des journées difficiles au travail, mais tout le monde ne rentre pas chez soi pour humilier son conjoint. Je ne t'ai pas humilié, protesta-t-il automatiquement. Tu as craché la nourriture que j'avais préparée avec amour pendant des heures, rappelai-je. Tu l'as comparée défavorablement à la cuisine de ta mère. Tu as jeté mon plat à la poubelle. Si ce n'est pas de l'humiliation, je ne sais pas ce que c'est. Kevin resta silencieux un moment, et pour la première fois, je pus voir quelque chose qui ressemblait à une véritable honte dans son expression. « Quand tu le présentes comme ça, commença-t-il, mais ne termina pas sa phrase. « C'est ainsi que ça s'est passé, dis-je. Il n'y a pas d'autre façon de le présenter. Et ce n'était pas un incident isolé, Bruno. C'était simplement le point de rupture après des années de commentaires similaires, de me sentir dévalorisé et irrespecté. » Il hocha lentement la tête et je pouvais voir qu'il essayait réellement de comprendre ce que je disais. « Que veux-tu que je fasse maintenant ?» demanda Kevin, sa voix sonnant plus humble que je ne l'avais entendue depuis longtemps. « Je veux que tu reconnaisses complètement que ton comportement était inacceptable, répondis-je. Je veux que tu t'engages sincèrement à changer, pas seulement pour quelques semaines, mais de façon permanente. Et je veux que tu démontres ce changement par des actions cohérentes, pas seulement des mots. Et si je fais tout ça, demanda-t-il, tu redeviendras comme savant. La question révélait un autre aspect problématique de sa perspective. Il voulait que je redevienne l'épouse soumise qui acceptait tout sans questionner, qui privilégiait son bonheur au-dessus du mien. Bruno, je ne redeviendrai pas la personne qui acceptait passivement le manque de respect, dis-je clairement. Cette version de moi n'existe plus. Mais je peux être une épouse aimante et dévouée pour un mari qui me traite avec respect et considération. Il sembla lutter avec cette idée, et je pouvais voir la résistance dans son expression. Ça semble différent, dit-il finalement. C'est différent, acquiesçai-je. C'est un mariage basé sur le respect mutuel plutôt que sur la hiérarchie. C'est un véritable partenariat au lieu d'une dynamique où l'un de nous cède toujours et l'autre l'emporte toujours. Bruno resta silencieux pendant plusieurs minutes, visiblement en train de digérer tout ce dont nous avions discuté. Je pouvais voir qu'il était tiraillé entre son désir de maintenir le statu quo et sa compréhension grandissante que ce n'était plus une option. « Nadine, dit-il finalement, j'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. C'est beaucoup à assimiler d'un coup. »« Je comprends, répondis-je. Mais Bruno, pendant que tu réfléchis, je vais aussi faire mes propres réflexions sur notre avenir. Et l'une des choses auxquelles je vais réfléchir, c'est si tu es vraiment capable des changements que notre situation exige. » Il m'a regardé avec une expression qui mêlait inquiétude et ce qui pourrait être le début d'une compréhension plus profonde. « Tu me poses un ultimatum ?» a demandé Kevin. « J'établis des limites » ai-je corrigé. « Je précise que je ne continuerai pas dans un mariage où je suis traitée comme une citoyenne de seconde classe. Si cela te semble être un ultimatum, c'est peut-être parce que tu es habitué à ne pas avoir à considérer mes sentiments dans tes décisions. » Je me suis levée de table, sentant que nous étions arrivés à un point naturel de pause dans la conversation. « Je vais préparer le dîner » ai-je annoncé. « Quelque chose de simple aujourd'hui. Et Bruno, pendant que tu réfléchis à notre conversation, je te suggère de considérer sérieusement si tu es prêt à faire les changements nécessaires pour sauver notre mariage. Car si tu ne l'es pas, nous devons tous les deux être honnêtes à ce sujet et prendre les décisions appropriées. » En me dirigeant vers le réfrigérateur, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'appréhension. J'avais enfin mis carte sur table, j'avais été complètement honnête sur mes sentiments et mes attentes.
Il restait à voir si Bruno était capable de grandir en tant que personne et en tant que mari, ou si notre histoire était arrivée à sa fin. Ce qui m'a surprise, c'était de réaliser que quel que soit le résultat, j'étais en paix avec ma décision de défendre ma dignité. Pour la première fois depuis des années, j'avais agi selon mes propres valeurs et besoins, au lieu de simplement réagir aux humeurs et aux exigences de quelqu'un d'autre. C'était un sentiment libérateur, même au milieu de l'incertitude concernant l'avenir. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette conversation décisive dans la cuisine, et j'observais Bruno préparant le café pour nous deux un samedi matin ensoleillé. C'était un rituel qu'il avait adopté spontanément après des mois de thérapie de couple, une petite démonstration quotidienne que notre dynamique avait fondamentalement changé. Le café est presque prêt, a annoncé Kevin, remuant le sucre dans ma tasse exactement comme je l'aimais. Tu veux t'asseoir dans le jardin aujourd'hui? Le temps est parfait. J'adorerais, ai-je répondu, observant comme il se déplaçait dans la cuisine avec un naturel qui n'existait pas avant. Pendant les premiers mois après notre crise, chaque geste de considération semblait forcé, comme s'il suivait un script. Maintenant, 2 ans plus tard, je pouvais voir que les changements étaient devenus authentiques. Le processus n'avait pas été facile. Après cette conversation dans la cuisine, Bruno était resté silencieux pendant 3 jours, luttant visiblement intérieurement avec tout ce que j'avais dit. Le 4e jour, il était rentré à la maison avec la carte d'une thérapeute conjugale et l'admission qu'il ne pourrait pas faire les changements nécessaires seul. Nadine, avait-il dit ce soir-là, sa voix chargée d'une vulnérabilité que je voyais rarement. J'ai pris rendez-vous pour nous mardi prochain, si tu es toujours disposé à essayer de sauver notre mariage. La thérapie s'était révélée éclairante de façon qu'aucun de nous n'attendait. Dre Patricia, notre thérapeute, avait aidé Bruno à comprendre comment son comportement reflétait des schémas qu'il avait appris en observant la relation de ses propres parents. Plus importante encore, elle m'avait aidé à établir des limites saines sans me sentir coupable. « Tu sais, » a dit Bruno, mettant les tasses sur un plateau avec quelques fruits qu'il avait coupés, « je pensais à ce que tu m'avais dit il y a 2 ans sur le fait de me traiter avec le même respect que je traitais les étrangers. » Nous sommes sortis dans le jardin, où les roses que j'avais plantées des années auparavant fleurissaient magnifiquement. C'était un espace dont nous prenions soin ensemble maintenant, un autre changement qui était venu naturellement pendant notre processus de reconstruction. « Qu'est-ce que tu pensais à ce sujet ?» ai-je demandé, m'asseyant sur la chaise qu'il avait tirée pour moi avant de s'installer. Kevin a pris une gorgée de café, ses yeux parcourant le jardin que nous avions transformé ensemble. J'ai réalisé que tu avais raison. Je traitais mes collègues de travail, les vendeurs, même des gens que je venais de rencontrer avec plus de courtoisie élémentaire que je ne traitais ma propre épouse. C'était un aveu qui lui avait pris des mois à faire pendant la thérapie. Au début, Bruno avait fortement résisté à l'idée que son comportement était problématique, insistant que c'était juste des malentendus ou des différences de communication. « Et qu'as-tu appris d'autre ?» ai-je demandé, sincèrement curieuse. Ces conversations réflexives étaient devenues une partie régulière de nos week-ends, une façon de continuer à grandir ensemble, même après la fin de la thérapie formelle. J'ai appris que l'amour sans respect n'est vraiment pas de l'amour, a-t-il répondu, faisant écho aux mots que j'avais prononcés 2 ans auparavant. C'est de la possessivité, c'est du contrôle, c'est beaucoup de choses, mais ce n'est pas du véritable amour. J'observais son visage pendant qu'il parlait, cherchant les signes de sincérité que j'avais appris à reconnaître. Durant les premiers mois de thérapie, Kevin disait souvent les bonnes paroles sans vraiment les comprendre, mais maintenant, je pouvais voir une véritable compréhension dans ses yeux. Le téléphone sonna dans la maison, interrompant notre moment. C'était Ondine qui était devenue une présence plus constante dans nos vies depuis que Bruno avait commencé à travailler activement pour réparer les dommages dans notre relation. « C'était Ondine », dis-je en retournant au jardin. « Elle veut savoir si on peut dîner avec elle et Marcus ce soir. » Marcus était le petit ami que ma sœur fréquentait depuis 6 mois,
un avocat gentil qui la traitait avec le genre de respect que j'avais souhaité pendant des années dans ma propre relation. « Bien sûr, » répondit Bruno immédiatement. « Tu veux cuisiner ou tu préfères qu'on commande quelque chose ?» C'était une question simple mais qui représentait un changement fondamental dans notre dynamique. Avant, il aurait simplement présumé que je cuisinerais, ou pire, il aurait fait des commentaires sur mes capacités culinaires si j'avais suggéré de commander. En fait, je pensais faire ce risotto aux crevettes, disait observant attentivement sa réaction. Kevin sourit, un sourire sincère qui atteignait ses yeux. Le même que tu as fait pour notre anniversaire de mariage il y a 2 ans. Le même, confirmai-je, me souvenant encore vivement de cette terrible soirée. Ce serait parfait, dit-il, se levant pour ramasser nos tasses vides, et cette fois, je t'aiderai en cuisine du début à la fin. C'était une promesse qu'il avait tenue constamment ces 18 derniers mois. Bruno avait non seulement appris à cuisiner des plats basiques, mais était devenu un assistant véritablement utile en cuisine. Quelqu'un qui anticipait mes besoins et offrait son aide sans que j'aie à la demander. Plus tard, pendant que nous préparions le dîner ensemble, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir au chemin parcouru. Le transfert des 340 000 € était resté sur mon compte personnel pendant 8 mois, jusqu'à ce que je sois convaincu que les changements de Bruno étaient permanents. Quand j'ai finalement retransféré l'argent, c'était ma décision, prise en montant. « Nadine, » dit Kevin pendant qu'il épluchait des crevettes mises à mes côtés, « je peux te poser une question ?»« Bien sûr, » répondis-je, remuant lentement les risottos. « As-tu déjà regretté de ne pas m'avoir quitté à cette époque ?» demanda-t-il, sa voix révélant une vulnérabilité qui me surprenait encore parfois. C'était une question qu'il avait posée plusieurs fois au cours des 2 dernières années, toujours dans des moments d'insécurité. Je comprenais d'où venait ce besoin de confirmation. Il savait à quel point il avait été proche de perdre notre mariage définitivement. « Non, » répondis-je honnêtement, arrêtant de remuer le risotto pour le regarder directement. « Mais Bruno, je ne regrette pas non plus d'avoir établi ces limites. C'était la meilleure chose que j'ai faite pour nous deux. » Il hocha la tête, continuant son travail avec les crevettes. « Je sais. Et je suis reconnaissant que tu aies eu assez de courage pour le faire quand je n'avais pas le courage de changer par moi-même. » Dona Sébastien avait été un autre défi dans notre parcours de reconstruction. La belle-mère avait initialement résisté au changement dans notre relation, interprétant ma nouvelle assurance comme une menace à l'influence qu'elle exerçait sur son fils. Mais Bruno, à ma fierté, avait établi des limites claires avec sa mère, précisant que les commentaires dépréciatifs à mon égard ne seraient plus tolérés. « Maman, je l'avais entendu dire lors d'une visite particulièrement tendue, Nadine est ma femme et mérite ton respect. Si tu ne peux pas l'offrir, alors nous devrons limiter nos visites. » Cela avait pris quelques mois, mais Sébastien s'était finalement adapté à la nouvelle dynamique. Notre relation ne serait jamais chaleureuse, mais elle avait atteint un niveau de courtoisie mutuelle qui rendait les réunions familiales tolérables. Le dîner avec Ondine et Marcus fut délicieux. Ma sœur fit des éloges enthousiastes du risotto, et je pus voir la fierté sincère sur le visage de Bruno quand il mentionna comment il avait aidé à la préparation. « Vous semblez vraiment heureux tous les deux », observa Marcus pendant le dessert, regardant Bruno et moi avec approbation. « Nous le sommes », répondis-je, surprise par l'absolue sincérité de cette affirmation. Ce n'a pas été un chemin facile, mais ça en valait la peine. Plus tard ce soir-là, pendant que nous nettoyions la cuisine ensemble, Bruno arrêta d'essuyer la vaisselle et se tourna pour me regarder. « Nadine, » dit-il, « je sais que je le dis souvent, mais j'ai besoin de le dire encore. Je suis désolé pour l'homme que j'étais il y a 2 ans. Je suis désolé d'avoir mis tant de temps à comprendre ce que tu méritais. »« Je sais, » répondis-je, touchant doucement son visage, « et je t'ai complètement pardonné. Mais plus importante encore, t'es-tu pardonné à toi-même » C'était une question que notre thérapeute avait posée à maintes reprises durant nos séances. Bruno avait lutté avec une culpabilité intense quand il avait finalement compris pleinement comment son comportement m'avait affecté. « J'apprends à me pardonner, » répondit-il honnêtement. « Certains jours sont plus faciles que d'autres. »« C'est un processus, » acquiesçai-je, « pour nous deux. »
Pendant que nous finissions de ranger, je pensais à comment notre histoire aurait pu être différente si je n'avais pas trouvé le courage de défendre ma dignité cette terrible nuit, il y a 2 ans. Combien de femmes restaient dans des relations où elles étaient systématiquement rabaissées, où leur valeur était constamment remise en question? Tu sais ce qui a le plus changé? Demanda Kevin pendant que nous rangions les dernières assiettes. Quoi? Je te vois vraiment maintenant, dit-il. Avant, je croyais te connaître, comprendre qui tu étais, mais je ne voyais que la version de toi qui s'était adaptée pour maintenir la paix. Maintenant, je vois la vraie Nadine, forte, intelligente, capable de prendre des décisions difficiles quand il le faut. Ces paroles m'ont profondément touché, car elles reflétaient l'un des changements les plus importants dans notre relation. J'avais retrouvé non seulement le respect de mon mari, mais aussi mon propre sens de l'identité. Ce soir-là, allongé dans le lit aux côtés de l'homme qui avait appris à m'aimer véritablement, j'ai réfléchi au parcours qui nous avait menés jusque-là. Ça avait été douloureux, challengeant, et il y avait eu des moments où je pensais que nous ne pourrions pas surmonter les dégâts causés par des années de schémas toxiques. Mais nous avions réussi. Non seulement nous avions survécu à la crise, mais nous en étions sortis comme un couple plus fort, plus connecté, plus sincèrement aimant que nous ne l'avions jamais été auparavant. Le risotto aux crevettes qui avait failli détruire notre mariage était devenu le symbole de notre capacité à transformer quelque chose d'amer en quelque chose de beau. Et tandis que je m'endormais ce soir-là, j'ai ressenti une profonde gratitude, non seulement d'avoir sauvé mon mariage, mais d'avoir trouvé le courage de me sauver moi-même.